Merci à vous deux pour ces communications très intéressantes. Avant de passer aux questions qui, j'en suis sûre, sont nombreuses, on va appeler à la barre le collectif contre la 3e prison de Muret, le collectif La Voix est libre, qui s'oppose à la 69 et qui vont nous présenter brièvement leurs actions. Donc c'est moi, Gilles et Thomas du collectif La Voix est libre. Donc on est venu un peu témoigner ce qui se passe au niveau juridique sur ce projet-là. Donc là, on est en plein recours juridique, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Donc brièvement, au niveau historique, ça fait 1 an que le chantier a commencé, qu'on a pu attaquer le dernier acte administratif qui est l'arrêté préfectoral ou l'autorisation environnementale. Depuis, on a mené 15 recours au référé contre l'État, la Tosca et le maître d'ouvrage. Pour l'instant, on a tout perdu en référé. On a encore 5 recours sur le fond qui attaquent l'autorisation environnementale, entre autres. On a essayé les référés liberté, on a essayé le référé pénal environnemental, on a essayé les référés suspension, on a essayé le référé mesure utile dernièrement qui a été salement débouté par le juge administratif hier. En fait, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, peut-être que Thomas, tu en parleras. En fait, c'est un gros dossier, la 69, donc on s'attaque à plein de codes, code forestier, code loi sur l'eau, Natura 2000, même les bâtiments de France, dérogation d'espèces protégées, donc c'est très très complet. Donc nous, on n'a aucune formation juridique, donc il a fallu faire une formation accélérée avec Maître Alice Terrasse. Je peux vous dire que c'est touffu. On n'appréhende pas toutes les possibilités. En tout cas, on essaye tout pour arrêter ce projet absolument délirant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est actuellement on est un peu atterré par ce qui se passe au niveau des juridictions. On se demande si les juges sont compétents en fait pour pouvoir délibérer sereinement sur ce type de dossier que nous on qualifie de dossier noir au niveau juridique et politique, parce que c'est un dossier politique. Et on voit très bien l'entremise des politiques sur ce dossier-là. Je prends l'exemple de ce référé mesure utile pour lequel on a été débouté hier. Il faut savoir que dans le mémoire des préfets, il a suffi que le préfet affirme que le site de la Crémarme, dans lequel il y a actuellement les écureuils qui tiennent des magnifiques arbres sur un site en jeu écologique fort. Il a suffi que le préfet affirme que ce site était déclassé pour que le juge abonde dans leur sens et nous classe l'affaire sans même avoir une audience. Voilà, donc c'est assez scandaleux. C'est vraiment, on ne sait plus en fait à qui se vouer au niveau de la justice, que ce soit. On a aussi une plainte au pénal, on a aussi ce référé au pénal qui a été déposé depuis 4 semaines. On n'a toujours aucune nouvelle. On ne sait même pas s'il y a une enquête. On sait que le procureur n'a même pas saisi le juge qui aurait dû enquêter. On demande des explications, c'est une opacité absolument intégrale, donc on demande des documents, on ne les a jamais. On sait qu'il y a des rapports qui ont été faits par les écologues sur le site de la Crémarbre, mais on ne nous les communique pas. On sait que ces notes d'Atosca du concessionnaire ont été fournies à Adréal, mais on ne les communique pas. Et c'est pourtant sur ces dossiers-là, ces rapports-là, que le juge fonde sa décision. Donc c'est absolument incroyable. Donc moi je ne sais pas comment, si vous avez des idées là-dessus, moi ça nous intéresse. Honnêtement, là on est un peu sur le... Voilà. On a sorti le communiqué de presse. Je pense que la semaine prochaine on fera des conférences de presse et qu'on va vraiment mettre ça sur la table et vraiment dire qu'il y a vraiment un problème en fait là au niveau de la justice. Sur ce dossier-là, mais je pense que ce n'est pas le seul. Voilà. Moi, je vais juste donner un exemple sur un référé liberté qu'on a déposé au mois de mars. Donc, il y a eu l'autorisation préfectorale le 1er mars. C'était une autorisation chapeau qui donne autorisation et dérogation sur plusieurs thèmes, donc le défrichement, l'espèce protégée, le volet loi sur l'eau, etc. Et en fait, au mois de mars, ils ont commencé à abattre des arbres d'alignement protégés par le L350-3, et en fait on s'est rendu compte, on a vu qu'il n'y avait pas de dérogation dans l'arrêté préfectoral, donc on n'avait pas encore déposé le recours sur le fond, donc on ne pouvait pas faire de référé suspension, donc on a fait un référé liberté. On l'a déposé le mardi, ils ont arrêté de couper,
le mercredi. Il y a eu l'audience le vendredi matin et ils ont pondu 2 dérogations arbres d'alignement le jeudi soir, qu'on a récupéré du coup. La juge n'a pas trouvé utile de trouver ça anormal. Elle a considéré... Alors, le référé liberté a été perdu sur la notion de l'urgence, puisqu'ils ont arrêté de travailler. Donc comme ça permet d'évacuer le sujet. Et du coup, elle n'est pas allée plus loin dans le jugement et elle n'a pas considéré anormal que les dérogations soient pondues par le concessionnaire en 48 heures, ou là des dérogations complètes avec le nombre d'arbres, la localisation, la compensation associée, etc. Elle n'a pas trouvé ça anormal. On est allé au Conseil d'État, pareil, ils ont arrêté de travailler, donc le référé est tombé au Conseil d'État parce qu'ils ont arrêté de travailler, donc il n'y avait plus d'urgence. Et pareil, ils ne sont pas allés dans le jugement sur le fond. Donc sur le papier, on a perdu 2 référés, enfin, au Théâtre de Toulouse et au Conseil d'État, mais en réalité, on a perdu parce qu'ils ont arrêté de travailler. Donc finalement, on a gagné puisqu'ils n'ont pas travaillé. Enfin, c'est compliqué à faire comprendre au public et aux gens, mais c'est fou. Enfin, pour reprendre l'exemple du référé mesure utile, la préfecture a écrit. Donc, le tribunal leur a donné 5 jours pour fournir les documents justifiant le déclassement de la parcelle et du bois. Ils ont écrit dans leurs documents que Atosca avait bien transmis un dossier qui était en cours d'instruction par la DREAL. Voilà. Et donc, ils ont quand même commencé à abattre les arbres, quoi. Ils ont écrit dans leurs documents que c'était en cours d'instruction. Donc, ils expliquent que le bois, enfin, qu'il peut y avoir un déclassement, mais que ça doit être validé par l'État, mais ils écrivent dans leurs documents que ce n'est pas encore instruit. Voilà. Et le juge du référé n'a pas trouvé utile de trouver ça anormal, quoi. Il considère que l'État a dit c'est déclassé, donc c'est déclassé. Enfin, c'est complètement fou, c'est un peu déprimant parfois, mais là, en fait, s'il y a des gens dans la salle qui veulent avoir l'ensemble du dossier sur le référé mesure utile pour l'analyser enfin, en fait, je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Il faut qu'on en parle, il faut que les médias en parlent, il faut qu'il y ait un vrai travail d'investigation et de communication et d'information sur ce qui se passe, parce que c'est complètement scandaleux, quoi. C'est la séparation entre la justice et l'État, il n'y en a plus, quoi. Donc voilà, bon, ce dossier est politique, on va galérer, c'est clair, et le recours sur le fond, là, on a appris que la fin de l'instruction allait être fin mars, donc on se rapproche du jugement sur le fond. On espère que ça aboutira, mais en tout cas, je pense que ce sujet fera date, quoi, sur la mise en lumière de tout ce qui ne va pas. Voilà, j'ai pas d'autres... Juste sur ce que tu viens de dire, on a déposé donc le recours sur le fond en juin dernier. C'est un gros dossier, hein, l'étude d'impact, ça faisait 15 000 pages, donc c'est quand même quelque chose qui est difficile à instruire. On a appris il y a quelques jours que donc les défenseurs, donc préfecture et concessionnaire Atosca, avaient déposé leur mémoire en défense. Et on apprend dans la même journée que le juge d'instruction voulait clôturer l'instruction à la fin du mois. Donc c'est un dossier de 15 000 pages dont on pensait qu'on n'aurait jamais en fait l'audience avant 2025. Là, ils nous disent, on clôt l'instruction dans 3 semaines, il faut vous dépêcher de finir de compléter le dossier. En fait, c'est ahurissant. En fait, on n'a jamais vu ça, hein, dans la jurisprudence de ce type de dossier-là, de vouloir traiter un recours sur le fond sur un tel dossier en moins d'1 an. Voilà. Donc en fait, ils essaient d'accélérer les choses pour essayer de nous mettre en porte-à-faux. Donc nous, on pense que il y a un côté positif parce que les travaux ne seront pas finis. Donc ça sera pour nous le fait de justifier de pouvoir gagner sur ce plan-là. Mais on voit très bien ce qui se passe en fait actuellement avec tous les recours que l'on pose. On voit de suite qu'ils essaient de tout verrouiller en fait, hein, que ce soit la préfecture, la DREAL, le concessionnaire, au niveau du tribunal judiciaire et du tribunal administratif. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui, bonjour à tous et merci de nous accueillir pour vous parler un petit peu d'un projet moins connu que celui de l'A69. C'est le projet de la 3e prison à Muret. C'est un projet qui a ressurgi, un vieux projet qui a ressurgi en 2018, qui a longtemps cheminé à l'état de papier, de dossier papier. Un dossier pour lequel finalement il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu un avis négatif du commissaire enquêteur. Il y a eu une opposition de la mairie, de la communauté d'agglo. Le département lui-même s'y est opposé. La Chambre d'agriculture est contre ce projet. Mais
Les choses continuent à avancer et à l'heure actuelle, on voit qu'il ne va pas tarder à démarrer. Ce projet concerne un terrain de 17 hectares actuellement. Enfin, pas actuellement. Il y a quelque temps encore, c'était essentiellement des terres agricoles, plus une zone de friche dans laquelle il y avait de la faune et de la flore protégées. Ce projet, pour le collectif que nous avons formé, ce projet, c'est non. Il n'y aura pas de 3e prison à Muret, on n'en veut pas. Les riverains n'en veulent pas parce qu'ils habitaient à la campagne, ils vont se retrouver avec une énorme prison juste devant leur nez. Du point de vue carcéral, on estime que c'est encore un échec à venir, ce n'est pas la bonne réponse aux problématiques carcérales. Les agriculteurs ne sont pas d'accord parce qu'effectivement, ils perdent une des meilleures terres de la région. Et écologiquement, c'est catastrophique. Catastrophique, je vous l'ai dit, parce qu'il y a les espèces protégées, autant de la faune que de la flore. Il y a aussi toute une problématique de l'eau. Au milieu de ce terrain passe un canal très ancien qui remonterait au Moyen-Âge, un canal non bétonné, donc avec une diffusion de l'eau dans les terres sur une très grande zone et une nappe phréatique largement alimentée par ce canal. Pour faire cette prison, ils vont être amenés à détourner le canal ou alors à le buser. Mais le résultat sera la mise en danger de la nappe phréatique et en tout cas la perte de toute cette faune qui habite, qui loge tout près de ces zones humides. Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas resté les bras croisés. On a longtemps cherché toutes sortes de moyens pour prévenir la population, pour essayer d'avancer dans notre lutte. Mais depuis le mois de janvier, d'un seul coup, les choses se sont accélérées. Un beau matin, on s'est aperçu que les engins étaient sur les terrains. Personne n'avait été prévenu et le bosquet principal de cette zone-là a été abattu en très peu de jours, sans que les espèces protégées aient pu être mises à l'abri. Donc, on a eu toutes sortes de tentatives d'intervention au niveau juridique. Caroline va peut-être vous en parler de façon plus précise. À l'heure actuelle, on se demande comment on va pouvoir lutter contre ces machines qui préparent le terrain pour ce qu'on appelle les fouilles préventives, les fouilles archéologiques préventives. Voilà. À Caroline pour la suite. Bonjour, donc moi je suis Caroline Mourgue, je suis de la Ligue des droits de l'homme Toulouse et on est dans le collectif La 3e prison à Muret, c'est non. Donc effectivement, je prends la suite sur les recours en fait, et les actions judiciaires qu'on a pu mener sur ce dossier. Je vais rejoindre malheureusement tout ce qui a été dit un petit peu en amont puisqu'on vit exactement les mêmes choses. Donc sur ce dossier, la déclaration d'utilité publique qui date de juillet 2021 fait l'objet de 2 recours contentieux qui n'ont toujours pas été jugés à l'heure actuelle par la commune de Muret et par les riverains. Ensuite, nous est arrivé l'arrêté d'autorisation de destruction des espèces protégées. Et là, effectivement, on a été 3 associations où on s'est regroupés. Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association Sésame, qui est une association de protection de l'environnement, et la Ligue des droits de l'homme Toulouse pour mener un recours contre l'arrêté d'autorisation de destruction des espèces protégées. Donc, qui n'est toujours pas passé en jugement. Donc, on est en attente. Et ce recours a été déposé en août 2023, par rapport à ce dossier. Donc effectivement, pour nous, il y a... Maxime l'a soulevé, la question de l'intérêt à agir. Donc, c'était sur la protection de l'environnement, mais ce qui nous a permis aussi, parce que dans le recours sur l'arrêté d'autorisation des espèces protégées, il y a la question de la raison de l'intérêt public majeur et la question du majeur qui ici est
pour lutter contre la surpopulation carcérale. C'est-à-dire que voilà, il est d'intérêt majeur parce qu'on doit construire des prisons pour lutter contre la surpopulation carcérale, et nous l'occasion de démontrer en fait et d'expliquer que d'augmenter le nombre de places de prison ne permettra pas de résoudre cette problématique-là, et qu'il y a d'autres solutions qui existent. Parce qu'effectivement, après, il faut démontrer qu'il n'y a pas eu de solutions alternatives qui ont été recherchées, ce qui est le cas dans ce dossier, et à la fois également ce qui concerne le site, et puis après la question de la protection des espèces protégées. Donc là, ces recours, on est en attente de jugement. Et comme le disait Isabelle, donc fin décembre, les travaux ont commencé concernant donc la préparation aux recherches archéologiques. Et là, on a fait donc dans un premier temps un référé liberté en urgence, qui n'a même pas été audiencé. Donc on n'a même pas pu en débattre, et puis suivi d'un référé suspension qui a été rejeté. Donc je rejoins un petit peu tout ce qui est dit, parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment le sentiment, parce qu'on était plusieurs, on était un certain nombre à avoir assisté à l'audience devant le juge administratif, et vraiment un sentiment que tous ces questions de droit de l'environnement étaient peu étudiées, peu regardées, et qu'on avait vraiment l'impression d'avoir en face une personne qui était beaucoup plus soucieuse en fait de la question administrative des choses et de l'intérêt de l'administration dans ce dossier que la question environnementale. Ça a été un peu une déception pour nous, et surtout que je pense que les arguments au niveau du droit de l'environnement, ils y sont, puisque ce que l'on met en cause, c'est que pour ces travaux-là, ils n'ont pas d'autorisation, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêté qui a été pris pour les travaux archéologiques. Donc on n'a aucune information sur l'étendue de ces travaux, qu'est-ce qu'ils vont donner par rapport à la protection des espèces protégées. Et comme le disait Isabelle, en fait, ils ont fait ces travaux sans aucune mise à l'abri des espèces protégées, ce qui était demandé normalement dans l'arrêté. Mais c'est le premier arrêté qui a été pris pour le projet de construction et non pas pour les travaux de recherche archéologique sur lesquels on n'a aucune information. Après, ce qui est très surprenant de ce dossier également, c'est la question du saucissonnage en fait, des autorisations. Puisque, comme l'a dit Isabelle, il y a le canal de Péramont, donc il devrait y avoir normalement une autorisation par rapport à la loi sur l'eau. Et là, on n'a rien. Et on nous dit, ah ben non, c'est pas grave, on fera l'étude plus tard et on vous dira l'impact environnemental de ces travaux plus tard concernant l'eau. Ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on considère qui n'est pas du tout légal, parce que pour nous, citoyens, en fait, on doit avoir la possibilité de pouvoir évaluer le projet dans sa globalité sur son impact environnemental. Et là, on continue à nous soutenir que non, ce n'est pas nécessaire, que c'est bon, on a fait pour les espèces protégées, l'eau, on verra ça plus tard. Donc on est toujours en contradiction sur ce point-là. Et j'ai l'impression maintenant qu'on est en train de nous faire comprendre que concernant la question de l'eau, de la gestion de l'eau, ben, finalement, ils n'auront pas d'obligation de demander une autorisation et qu'il n'y aurait pas d'évaluation par rapport à ça. C'est ce qu'on nous a sorti un peu la dernière fois au tribunal. Donc on sent vraiment que ce sont des questions complexes. Je rejoins ce qui a été dit. Nous, effectivement, il a fallu qu'on se fasse accompagner sur ce dossier parce que le droit environnemental est très complexe par rapport à ça. Et que nous, pour citoyens et citoyennes, enfin, qui participons en fait et qui souhaitons participer à ces questions de projet qui touchent nos territoires, qui touchent notre collectivité, on souhaite y participer et on se rend compte que finalement sur tous ces processus, parce qu'on n'en a pas parlé, même sur les processus dits de participation citoyenne, on a été excessivement déçus par rapport à ce qui a été mis en place et en raison de la mobilisation qu'il y a pu avoir et effectivement une non-écoute par rapport à tout ce qui est dit et par rapport à tous ces processus qui sont mis en place mais qui ne servent pas à grand-chose en fait. On va peut-être vous proposer de réagir à ce qui vient d'être dit. Sinon, on peut le faire nous-mêmes aussi. Je vais passer le micro alors. Vous ne l'avez pas vu, mais elle a levé la main. non, c'est moi qui lui passe d'office pour
relancer, rassembler. Juste pour ouvrir les questions, en fait, nous à la Técopole, on a publié un bouquin collectif intitulé Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Et en fait, à vous entendre, je me suis dit quel dommage qu'on ne soit pas fréquenté plus tôt. On aurait pu faire une entrée juridique, vraiment, voilà, sur le droit, son application, etc. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, je pense qu'il y a une question commune sur le manque d'effectivité en fait du droit. Enfin, vous avez navigué entre le fait de dire il y a presque tout ce qu'il faut qu'on l'applique, et en même temps il y a des choses qui ont été accordées ou des nouveaux principes, etc. Et en fait, ils ont été tellement viciés dans la fabrication qu'ils sont, enfin dans la formulation de la règle de droit, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais qui sont un peu inapplicables, qui sont insaisissables, Donc, ma question serait finalement, d'où ça vient cette inertie? Est-ce que c'est vraiment la manière dont le droit est fabriqué par le législateur, tellement soumis à des intérêts voilà, qui sont ceux du business as usual ou de groupes d'intérêts qui participent à la fabrique de la règle de droit? Est-ce que c'est l'inertie des juges qui ne vont pas un cran plus loin dans ce dont ils pourraient se saisir? Ou voilà, avec la 69, on a l'impression que ça peut être ça aussi, une forme de passivité ou de manque d'inventivité dans l'application du droit. Comment vous analyseriez ça en fait? Merci. J'aurais bien aimé réfléchir un peu parce que la question est dense, mais il y a plusieurs niveaux de. Enfin, oui, disons que à la fois il y a des problèmes de. Les juges, les législateurs sont très peu enclins à imposer des avancées dans le droit de l'environnement parce que le législateur est plutôt favorable au développement économique ou davantage qu'à la protection de l'environnement parce que voilà, c'est une histoire de majorité politique et de rapports de force très défavorables à la protection de l'environnement comme au champ social, voilà, malheureusement. Donc il y a un problème politique de majorité politique. Il y a là-dessus, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avancée et que quand on obtient des avancées, c'est des victoires lapurius parce qu'on obtient finalement quelque chose qui a tellement été mouliné par un système de lobbying qu'il perd son avantage, ou alors des fois c'est pensé dès le départ comme une sorte d'enfumage. On a vu quelques exemples. Donc il y a ce problème-là, voilà, de la norme qui n'est pas ambitieuse à dessein, parce que le rapport de force politique est mauvais. Il y a ça, l'administration. Donc ça c'est au niveau du législateur. Donc là c'est un problème d'ambition politique et de rapport de force. Au niveau de l'administration. L'administration, elle a des projets à mener de transport, de prison, qui sont aussi liés des sensibilités politiques, mais aussi qui sont une sorte de pouvoir cinétique de l'administration qui doit aller dans l'aménagement, dans la construction, dans la mise en place de grands projets. Ça c'est historiquement et culturellement aussi l'administration qui est façonné pour le rapport de force brutal et le passage en force de projets. C'est comme ça que ça s'est toujours fait, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et surtout, voilà, un préfet, par exemple, c'est lui qui va prendre toutes les décisions, qui vont impacter l'aménagement du territoire et permettre des projets plus ou moins d'intérêt. Lui, il doit concilier des avantages qui sont complètement contradictoires. Le développement économique, l'aménagement avec la protection de l'environnement qui appellerait nécessairement des sanctuarisations, des pauses, des réflexions. Je sais pas, par exemple, la question des méga-bassines. Clairement, il faut qu'il y ait un débat scientifique préalable à le développement de cette
technologie, cette forme d'aménagement. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Donc il y a un problème de l'administration qui clairement a fait son choix, et voilà, pour de diverses raisons. Et le juge, lui, en fait, il y a plusieurs choses. Alors déjà, le juge, déjà à la base, enfin, le Conseil d'État, c'est un conseil de l'administration. Donc il a un double rôle de conseil de l'administration et de juge qui crée certains problèmes dans la façon, dans la mansuétude qu'il peut avoir, en tout cas la compréhension qu'il peut avoir du travail de l'administration, mais aussi que le juge administratif qui va sanctionner, enfin devoir sanctionner toutes ces atteintes à l'environnement, il va avoir horreur de faire du politique, c'est-à-dire de sanctionner des projets qui auraient dû être sanctionnés par le niveau politique ou par l'administration. Il va avoir horreur de prendre des décisions politiques, en fait. Ce qui fait qu'il va toujours essayer de se défausser de ce rôle-là et de ne sanctionner que quand il y a une évidence totale et qu'il y a tous les éléments qui convergent et qui lui permettent de sanctionner un projet facilement. Et c'est un peu pareil pour le juge pénal avec d'autres enjeux, mais voilà, il déteste ça finalement. Et donc alors ça c'est très problématique, et voilà, pour la plupart les référés par exemple, je comprends pas, c'est pas normal. Je veux dire, il va s'arranger toujours parce que les critères des référés sont tellement nombreux, tellement difficiles à remplir que c'est très dur d'aboutir sur une procédure de référé. Mais en plus de ça, ça lui offre tellement d'opportunités de se défausser, de dire oui, bah, là en fait il n'y a pas d'évidence, parce que voilà, le juge des référés c'est le juge de l'évidence qui va sanctionner que si c'est évidemment, enfin si c'est manifestement illégal dans la plupart des référés. Il va se servir de la façon dont ils sont constitués pour voilà, utiliser un de ces arguments-là, un de ces conditions-là qui fait défaut pour pouvoir se défausser, ne pas juger finalement en référé. Et après, il y a d'autres questions sur le fond, mais voilà, je veux dire, ce qui fait qu'en fait, on peut adapter l'administration et les maîtres d'ouvrage, etc., peuvent très facilement adapter leur stratégie à ces faiblesses-là, à la fois de la législation, de l'administration qui fait pas toujours son travail et qui est complaisante dans beaucoup de cas, et le juge aussi. Donc en fait, il va par exemple tout bêtement, bah voilà, suspendre les travaux eux-mêmes au moment où on demande la suspension au juge, et le juge, il est obligé de juger que s'il a un intérêt à agir, donc s'il y a vraiment l'intérêt à ce que sa décision suspende. S'il n'y a plus de travaux, il n'y a plus d'intérêt à juger, donc le référé est mécaniquement rejeté. Donc c'est très facile pour les maîtres d'ouvrage de s'adapter à ces failles-là qui sont évidentes, qui sont mises en avant par le monde associatif, par les acteurs de la protection de l'environnement, mais qui ne sont pas entendus malheureusement. Oui, je vais peut-être compléter sur la question de l'effectivité de la norme. Il y a plusieurs pistes qui permettent d'assurer l'effectivité de la norme. À ce titre, on peut déjà citer la clarté. Or, aujourd'hui, les documents d'urbanisme qui permettent la protection de l'environnement, vous avez votre PLU, vous avez le SCOT, vous avez le RNU, vous avez le SRADET, autrement dit une multitude de documents qui sont régis par des rapports de conformité, puis des rapports de compatibilité, qui laissent une marge d'appréciation plus large aux juges. Enfin, ça devient incompréhensible. En fait, on peut faire dire à ces documents un peu ce qu'on veut. Donc la première chose, c'est que en fait, dans les faits, le droit qui permet la protection de la nature n'est pas clair. La deuxième chose, c'est la question de la sanction. On prend le principe pollueur-payeur, qui est constitutionnellement consacré. Très bien, aujourd'hui, les sanctions qui sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce principe pollueur-payeur, en fait, elles sont ridicules. Donc, il vaut mieux polluer, être condamné et payer la sanction que pas polluer quand on est une multinationale. Donc, il y a plein de choses comme ça qui... Oui, la norme existe, mais en fait, son effectivité, elle est tout à fait relative parce qu'il y a un principe de réalité autour. Et sur le juge, tu l'as dit, Maxime, il ne faut pas oublier que le Conseil d'État, c'est la survivance du Conseil du Roi. Institution d'Ancien Régime, c'est une administration. Donc, c'est l'administration qui juge l'administration. Donc, sur la question de l'impartialité, on peut quand même se poser
quelques questions. Après, les référés, il faut continuer à en faire parce que, par exemple, dans le cadre du projet des Jeux Olympiques, nous, en région parisienne, on est bien impacté par les constructions. Il y a la piscine olympique qui a été construite, qui n'est pas terminée, hein, mais peut-être un jour sera-t-elle terminée, peut-être sera-t-elle terminée à temps, on ne sait pas, qui est à Aubervilliers. Et dans le projet initial, il était prévu, 1, la construction de la piscine, et 2, la construction d'un solarium, parce qu'effectivement, il est absolument nécessaire d'avoir un solarium pour faire des Jeux Olympiques épreuve natation. Bref, la construction de ce solarium, elle était prévue sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers. Et là, on voit le lien. Ce n'est pas simplement la protection de la nature. Les jardins ouvriers, c'est ce qui permet à des gens qui habitent dans le 93, dans des barres d'immeubles, d'avoir un espace vert sur lequel cultiver des plantes, des légumes. Donc ça a une importance sociale, mais fondamentale. Et un référé a été engagé, le référé a été gagné. Les travaux sur les jardins ouvriers pour la partie solarium, pour l'instant, sont arrêtés. Bon, pour autant, les gens ne peuvent plus accéder aux jardins ouvriers. Et au début de l'année, on avait des CRS qui étaient devant les jardins ouvriers au cas où, quand même, quelques personnes veuillent aller arroser leurs plantes. Et vous aviez des quarts de CRS avec les populations locales qui étaient devant en se disant peut-être quand même je pourrais rentrer, aller arroser mes roses. Non. Et on a déployé des CRS pour dire surtout, il ne faut pas rentrer, c'est dangereux. Donc c'est tout ça qui en fait, rend l'effectivité de la norme parfois très très relative. Merci donc pour vos interventions. Je pense que ce qui apparaît très clairement dans ce que vous avez dit, c'est donc ce qui a été dit à l'instant aussi, c'est la question du rapport de force finalement. Que le droit est un outil, et on le voit très bien avec la question de l'IVG aujourd'hui, mais ça dépend avant tout d'un contexte social et politique, d'un rapport de force dans la société, des mobilisations des associations, des syndicats, de la population, qui fait que oui ou non, finalement, le droit va être mis en application ou pas dans un contexte donné. Et moi, je m'intéresse en particulier à la question latino-américaine. Vous avez mentionné tout à l'heure la question des droits de la nature, il y a la question du bien vivre qui est très actif au sein des populations autochtones. En Équateur, ça a été constitutionnalisé en 2008. Et vous avez l'air de dire que finalement, cette notion de droit de la nature est plutôt à évacuer ou pas intéressante. Peut-être qu'on peut relativiser quand même, parce que si on voit ce qui se passe en Équateur, évidemment, c'est hyper décevant. Donc la Constitution de Monte Cristi consacre le droit à la nature, mais finalement, le modèle néo-développementiste, capitaliste, continue en Équateur. Mais en même temps, si on regarde la dernière période, les mouvements autochtones se sont mobilisés très largement, ont réussi à arracher une loi d'initiative populaire, ils ont mis 10 ans à l'arracher. Et là, il y a quelques mois, quand même, c'est historique pour ceux qui s'intéressent à l'environnement, il y a un référendum qui a interdit l'exploitation du pétrole dans la plus forte zone de biodiversité de la planète, le Yasuni. Et c'est aussi au nom des droits de la nature que ce référendum a été arraché. Donc parfois des notions fortes, novatrices, qui évidemment font un écho à un contexte social et culturel spécifique, peuvent aussi permettre de mobiliser, d'arracher des victoires qui sont quand même gigantesques. Et en même temps, ils ont arraché aussi l'interdiction de l'extraction minière dans le Choco Andino, là aussi en revendication autour du bien vivre, du droit de la nature. Donc la question, c'est que pour mettre en place un rapport de force, évidemment, c'est par la lutte sociale. Hein, tout à l'heure, vous avez dit le problème, c'est le capitalisme plutôt que le droit. Oui, je pense que c'est assez évident. Mais en même temps, le droit peut être un outil extrêmement fort et intéressant. Et est-ce que de faire émerger des notions fortes, nouvelles, de nouveaux concepts, comme le droit à la nature, dans un contexte d'effondrement climatique, biosphérique, etc., ça ne peut pas aussi permettre de mobiliser politiquement, je dis, et donc de faire évoluer le droit dans un contexte de mobilisation sociale et politique? Alors c'est intéressant ce que vous dites, et notamment parce que la question de la personnalité juridique, elle naît dans un article de 72 de Christopher Stone avec la question de la mobilisation citoyenne.
Pourquoi ? Parce que en fait, vous avez un projet porté par Disneyland qui veut détruire les séquoias géants pour faire un énorme complexe avec des pistes de ski, des restaurants, etc. Et ce, à destination notamment de ses employés. Bon, très bien. Et le problème, c'est qu'à l'époque, vous n'avez pas d'intérêt pour agir. Personne n'a intérêt pour agir. Et Christopher Stone, qui est un universitaire, et on aime bien réfléchir sur des choses qui ne servent à rien, mais qui parfois font avancer quand même quelques trucs, dit, bon, après tout, si personne n'a intérêt pour agir, on peut donner l'intérêt pour agir aux arbres. Pourquoi est-ce qu'ils ne se défendraient pas eux-mêmes ? Après tout, les femmes n'avaient pas de personnalité juridique, les enfants non plus. Aujourd'hui, elles ont personnalité juridique, ils ont personnalité juridique. Les entreprises, pour passer du côté non humain, n'avaient pas de personnalité juridique. Bon, les entreprises, aujourd'hui, elles ont une personnalité juridique. Donc, il fait tout un article sur lequel il reviendra en 85 quand même, en disant, octroyons la personnalité juridique aux arbres et qu'ils se défendent eux-mêmes. Bon, ça arrive devant la Cour suprême, et à part le juge Douglas, tout le monde dit oui mais non. Pour autant, le projet est abandonné. Et le projet est abandonné pourquoi ? Parce qu'en fait, cette histoire et cet article font tellement de bruit que l'opinion dit « Ah ben ça va pas être possible du tout ça ». Et la mobilisation amène Disneyland à l'abandon du projet. Donc mobilisation citoyenne et personnalité juridique sont intimement liées. La question de savoir si c'est utile, le problème c'est que c'est à double tranchant. C'est-à-dire, et je reprends les réflexions du professeur Frison-Roche, que lorsqu'on octroie la personnalité juridique, le risque, c'est que derrière cette consécration symbolique, en fait, on revienne sur les acquis juridiques. Et c'est malheureusement souvent ce qui se passe. Donc, un référendum, on peut en organiser un. On n'a pas besoin de la personnalité juridique. On peut le faire. L'interdiction des activités minières, d'ailleurs prévue dans les forêts de protection, statut protecteur des forêts prévu par le Code forestier, alors là aussi avec une effectivité relative, puisqu'on a des cas dans lesquels, par exemple dans la commune de Montferrier, vous aviez une forêt de protection, on a construit une piste de ski au milieu, ça n'a embêté personne, bon, du coup, protection effective, mais encore une fois, qui a intérêt pour agir, qui va agir, est-ce qu'il va y avoir un contentieux ? Bon, on en a pléthore d'exemples de projets qui sont illégaux, mais que personne n'attaque, soit parce qu'il n'y a pas intérêt pour agir, soit parce que France Nature Environnement et les associations ne peuvent pas se mobiliser sur tous les projets. Donc forcément, on fait des choix, et donc on a des projets illégaux comme ça. Et donc le problème, c'est personnification. Est-ce que cette consécration symbolique ne va pas permettre de manière détournée, après cet écran de fumée, de revenir sur les acquis. À côté de ça, vous avez d'autres réflexions, par exemple celle de Diane Roman, qui a écrit un livre que je vous invite à aller lire, parce que passionnant, La cause des droits, qui dit finalement l'octroi de la personnalité juridique, d'un point de vue contentieux, ça permet de rééquilibrer. C'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises qui ont une personnalité juridique et l'octroi de la personnalité juridique à la nature permettrait de faire une sorte d'équilibre. Mais là encore, est-ce que pratiquement ça a un intérêt ? C'est pas sûr. Et ça appartient, cette personnification, et vous l'avez dit, à un contexte local particulier. C'est-à-dire qu'en droit français, par exemple, il existe des cas de personnification. Pourquoi ? Parce que dans les îles Loyauté, qui a une autonomie pour adopter le code en Nouvelle-Calédonie, un code de l'environnement, vous avez la possibilité de personnifier des éléments naturels appartenant à la culture kanak. D'accord ? Mais ça, généralisé, est-ce que ça a un sens ? C'est pas sûr. La mobilisation, et Maxime l'a dit, autour des arbres, elle est là, elle émerge. Est-ce qu'on aura une mobilisation plus forte en lui reconnaissant une personnalité juridique ? C'est pas sûr. Et à mon sens, c'est même dangereux, parce que ça risque de faire écran de fumée et zéro protection effective derrière. Je ne sais pas si toi tu... Je suis complètement d'accord en tout cas. Et du coup, je vais juste non, mais c'est ça, oui, c'est l'idée que effectivement, ça peut.
ça pourrait être intéressant. Et la mobilisation que ça peut apporter, comment dire, les dynamiques que ça peut créer et de connaissances, de meilleures connaissances des éléments naturels localement, etc. Ça peut être intéressant et puis ça peut créer des dynamiques. Mais voilà, c'est de l'ordre du déclaratif, de la dynamique. C'est pas l'intérêt, il n'est pas pratique et c'est ça qui est plutôt problématique pour moi, c'est de le présenter comme un outil. Miracle, et c'est comme ça qu'il est souvent présenté. Souvent, on dit oui, mais c'est parce qu'on n'a pas les droits de la nature, et c'est parce que l'arbre n'a pas de personnalité qu'il est négligé. Et là, sur l'intérêt pratique de l'outil, voilà, on a beaucoup à redire parce que la plupart des choses existent déjà. Le fait de défendre à la place la nature à sa place, ça existe déjà, c'est déjà fait, et heureusement, parce qu'il faudrait s'en rendre compte aussi, parce que du coup, je pense aussi des personnes qui sont dans la promotion de ça, qui ne se rendent pas compte que ça fonctionne déjà sans. Et puis voilà, donc voilà. Et c'est juste que non seulement on risque de, il y a peu d'intérêt, mais en plus de ça, si jamais ça trouvait des traductions assez nettes en droit, tant mieux. Ça pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire découragé par l'absence d'effet en fait. Et aujourd'hui, c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, c'est le sens de nos présentations, c'est d'exposer à quel point le droit n'est pas appliqué, et c'est ça le problème, quoi. Et peut-être juste parce qu'on a parlé de l'Inde, donc en Inde, il y a eu la volonté de consacrer la personne juridique au Gange. C'était une consécration jurisprudentielle, donc ni légale ni constitutionnelle, et les décisions des cours de première instance ont été cassées. Donc il n'y a jamais eu de personnification. A contrario, en Inde, il existe des cas de personnification des arbres, et cette personnification permet simplement, dans le style trust, de recevoir des donations et de garder de l'argent pour pouvoir entretenir l'arbre. Donc vous voyez, la personnification, en fait, ça veut tout et rien dire. Ça peut être une personnification générale, ça peut être une personnification à but économique. Ce n'est pas un outil magique. Oui, bonjour. Et merci pour vos interventions. J'ai une question pas du tout technique et plutôt de stratégie de long terme des associations. Est-ce que les associations sont... Alors, je pose la question à FNE principalement, mais voilà, une question qui peut s'adresser à tout le monde. Est-ce que les associations sont présentes sur les forums des métiers, par exemple, des écoles de droit, des facs de droit, ce genre de choses, parce qu'il me semble qu'une partie du problème, comme on l'a vu, c'est quand même un certain état d'esprit du personnel judiciaire qui est assez fermé à l'urgence environnementale, d'une certaine manière. Et bon, voilà, ça ne va pas résoudre les problèmes qu'on a ici et maintenant, mais ça me semble pas idiot de voir si c'est possible que des fédérations d'associations, ou en tout cas des groupements d'associations, puissent être représentés comme possibilité pour les stages de fin d'études, par exemple, des étudiants en master ou que sais-je, pour inclure au moins une partie de ces futurs magistrats, juristes, etc., pour qu'ils voient concrètement ce qui se passe du point de vue des associations et que ça puisse peut-être enclencher un changement sur le long terme, encore une fois. Voilà, merci. Oui, merci pour la question. Oui, tout à fait, c'est un des objectifs, c'est de toucher un maximum justement les acteurs du droit actuels, mais aussi en devenir, les étudiants. On prend voilà. Je le disais tout à l'heure en filigrane, mais il y a des gros problèmes économiques. Autant je disais que la forme associative était peut-être la bonne pour la lutte environnementale, mais il y a quand même des limites qui sont le problème financier, qui sont assez généraux et qui ne vont pas s'améliorer. Mais donc il y a mais par contre, c'est vrai qu'on essaie un maximum de prendre des stagiaires. Et par exemple, FNE, on a essayé l'une des grosses actions du réseau juridique, ça a été de créer des postes
dans toutes les fédérations régionales à minima, et puis aussi dans certaines fédérations départementales, et puis dans des associations aussi, mais d'avoir des postes de juristes salariés pour pérenniser justement l'action contentieuse de l'association. Et bon, dedans, après, s'inscrivent des étudiants dedans, et voilà. Et c'est vrai que moi, je l'ai constaté aussi, de voir des étudiants qui étaient plutôt, qui s'orientaient vers des cabinets d'avocats, qui auraient sans doute eu une autre trajectoire s'ils n'avaient pas fait un stage. Ça peut déclencher complètement un changement dans le parcours des étudiants que de faire un passage par une association de protection de l'environnement. Je pense beaucoup plus que par les passages dans les cabinets d'avocats qui tendent plutôt à dégoûter les étudiants, et dans les juridictions où c'est exactement la même chose. Donc je pense que c'est très important, et on essaye un maximum. Après, faire de la sensibilisation dans les universités, etc., on en fait aussi tant qu'on peut. Mais bon, voilà, c'est aussi... on manque parfois de temps. Mais voilà, par extension, au-delà des étudiants, il y a aussi la formation, la sensibilisation, la formation des autres acteurs que sont les juges, les procureurs. Et là-dessus, il y a aussi un gros travail pour participer aux formations des juges, parce qu'ils ont le droit de faire des formations. Aujourd'hui, par exemple, les juges, ils font des formations, ils sont obligés de se former. Dans le domaine de l'environnement, clairement, ils vont tous chez Total. C'est parce qu'ils ont un circuit quasiment très rodé de formation. Enfin, ils passent une journée dans plusieurs entreprises, plusieurs métiers de la filière pour être formés, etc. Bon, nous, on essaye d'en attirer aussi dans d'autres formes que sont les associations, et aussi de contribuer aussi, je dirais, à créer, donc à la formation directement des agents judiciaires, mais aussi d'intervenir dans le cadre des conventions qu'il peut y avoir, en tout cas des travaux, des sortes de travaux publics, des personnes qui sont condamnées, d'intervenir sur la sensibilisation de l'environnement pour exposer aussi comment on applique le droit de l'environnement aux personnes qui sont condamnées parce qu'ils ont été des acteurs de la destruction de l'environnement. Et ça fonctionne bien, en fait, et on essaie de le faire de plus en plus. Donc, c'est-à-dire de nous rapprocher des procureurs pour qu'ils proposent des stages dans lesquels on va pouvoir intervenir pour leur exposer en fait le sujet. Parce que c'est vrai que le gros problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte des conséquences environnementales de leur mode de vie, surtout du système, quoi. On voit mal les conséquences et on les voit trop tard, etc. Donc c'est vrai que si on peut rapprocher les conséquences des acteurs qui vont avoir un rôle important, c'est le but, quoi. Ouais. Bonjour, j'avais une question concernant les gens qui agissent pour protéger justement des arbres, des forêts, l'environnement de manière générale, qui parfois mettent leur intégrité physique en jeu, se mettent en danger, rentrent aussi dans l'illégalité en menant des actions qui sont illégales au regard du droit. Qu'est-ce que le droit prévoit pour protéger en fait ces personnes-là qui viennent défendre l'environnement au péril de leur intégrité physique et de la législation? Première question. Et seconde, est-ce que c'est une stratégie intéressante selon vous? Il y a le statut de lanceur d'alerte qui peut permettre de protéger un petit peu dans certaines conditions à nouveau très complexes certaines personnes, certains militants à la protection de l'environnement. Après, il n'y a pas de... Sinon, non, au contraire, je crois que c'est plutôt la criminalisation de la répression qui est aujourd'hui l'actualité, qui prend plein de formes, et même... il y a la criminalisation des acteurs de l'environnement. On a bien vu la différence entre le traitement. Déjà, il y a beaucoup d'infractions qui apparaissent. L'OIP fait un gros travail pour essayer de les rendre plus visibles. Mais il y a aussi, on voit bien les agriculteurs, comment ils ont pu. Et puis la phrase de Darmanin sur le fait qu'on ne mettait pas les CRS sur des personnes qui souffrent. Ça ne s'applique pas vraiment à la protection de l'environnement. Après, il y a aussi d'autres aspects.
les protecteurs de l'environnement qui sont victimes d'autres acteurs, plutôt de la destruction de l'environnement, et qui ne sont pas sanctionnés. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Je veux dire, sur le dossier, là, j'en ai pas parlé, mais sur le dossier du barrage de Caussade, il y a eu de très grosses opérations d'intimidation, d'agression de militants, voilà, qui n'ont il n'y a aucune plainte. Il y a eu des dizaines de plaintes pour des actes très différents qui vont de perturber des réunions en lâchant des animaux dans des salles à des agressions physiques, quelqu'un qui est jeté par une balustrade ou autre. Il n'y a aucune de toutes les plaintes qui ont été faites sur ce dossier-là, des dizaines, qui a été autre chose que classé sans suite, ou alors où il n'y a pas de nouvelles, ou qui sont en instruction permanente. Donc il y a ce problème-là, c'est que non seulement on est criminalisé beaucoup plus que les autres, mais qu'en plus de ça, on n'est pas défendu. Donc il n'y a rien. Non, la réponse c'est rien. En étant criminalisé, justement, de se voir non jugé et finalement exonéré de ces faits. Et on dit, bon, bah, ça peut créer soit jurisprudence ou finalement permettre de passer à travers d'autres canaux de justice que ceux que vous avez exposés et qui paraissent quand même un peu fermés. Et voilà, d'où la question de est-ce que c'est intéressant ou une stratégie d'une quelconque manière. Juste un mot là-dessus, je te donne la parole peut-être. Il y a des tentatives, là, des stratégies de défense, mais pénales, des personnes qui sont mises en cause pour leur action en faveur de la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, ça se manifeste beaucoup par deux arguments de droit de plus en plus répandus, qui sont de se baser sur des droits, la liberté d'expression. Et là-dessus, il y a une jurisprudence très récente, il y a une semaine, là, de militants de Dernière Rénovation qui avaient jeté de la peinture sur le ministère de l'écologie, qui avaient été poursuivis et qui ont été relaxés par le biais, grâce à l'invocation du droit de la liberté d'expression. Et puis voilà, il y a aussi l'état de nécessité qui se répand, on obtient quelques victoires avec des personnes qui sont relaxées sur ce fondement-là, et ça s'attend un petit peu à s'élargir, bien que voilà, il y a des critères à nouveau jurisprudentiels qui sont très, très difficiles à remplir pour pouvoir bénéficier de ces protections-là. Mais c'est vrai que je crois que ces deux fondements-là sont un peu le futur de la défense pénale des acteurs de la protection de l'environnement. Alors peut-être juste, en droit français, il faut vraiment relativiser l'importance de la jurisprudence, parce qu'il n'y a pas de système de précédent comme dans un système de common law. Donc en fait, ce qui prévaut, c'est vraiment la loi. Si vous commettez un acte illégal, vous pouvez être condamné. Après, si vous avez de la chance que vous tombez sur un juge qui comprend la cause environnementale et qui va faire jouer, parce que c'est tout le droit, c'est ça, c'est toujours une question d'arbitrage, qui va faire jouer et primer la liberté d'expression sur la dégradation d'un bien, bon, vous avez de la chance, mais c'est pas parce que une fois vous avez une relaxe que nécessairement derrière vous n'avez que des relaxes. Donc vraiment à relativiser. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Du coup, on voit qu'au niveau national, avec l'exécutif, c'est vraiment problématique de faire appliquer la loi. On a vu le rapporteur à l'ONU là, qui est venu sur la 69. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, on aurait des recours législatifs possibles pour faire appliquer ce droit à l'environnement qui n'est pas respecté ? Alors attention, l'ONU, du coup, c'est pas le droit de l'Union, c'est du droit international. Oui, alors, mais en supranational, quoi, vu qu'au niveau national. Oui, mais du coup, c'est deux choses différentes, puisque le droit international, vous le savez, il n'est contraignant que vis-à-vis des États qui ont ratifié les traités. Bon, un traité international, il ne vous est applicable à vous, État, que si vous avez ratifié le traité. C'est pas parce qu'il existe qu'il est nécessairement applicable. Première chose. Deuxième chose, en droit de l'environnement, vous avez énormément de soft law.
donc du droit non contraignant. C'est-à-dire qu'un État qui violerait un texte non contraignant, il ne peut pas être condamné sur la base de ce texte. Sur le droit de l'Union, le droit de l'Union, en fait, c'est du droit interne, parce que essentiellement, vous avez deux types d'actes en droit de l'Union, que sont les directives et les règlements. Les directives, elles font l'objet d'une transposition, donc ce sont des textes européens qu'on retrouve dans nos lois à nous, et les règlements, ils sont d'applicabilité directe. Donc vous, par exemple, vous avez un permis de construire, votre permis de construire ne respecte pas un règlement de l'Union, votre voisin qui veut attaquer peut invoquer directement le règlement. Donc le juge de droit de l'Union, en fait, c'est le juge de droit interne. C'est-à-dire que c'est le juge administratif qui va juger de l'application du droit de l'Union. Après, vous pouvez, par exemple, en cas de non-transposition, de mauvaise transposition par l'État, là, vous pouvez avoir un recours devant la Cour de justice. Mais ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs, en matière d'environnement et de forêt et d'arbres, on a eu une condamnation de la Pologne. Alors, il faut savoir, petite parenthèse, que l'Union n'a pas compétence en matière forestière. Donc, normalement, la gestion forestière, elle dépend de la compétence des États membres, pas de l'Union européenne. Mais via plusieurs directions générales, et notamment ses compétences en matière d'environnement, elle légifère sur la question de la gestion des forêts. Le premier texte européen sur la gestion des forêts, c'est 98, Stratégie européenne pour la gestion forestière. Et sur la base de sa compétence en environnement, décalage vers les forêts, vous avez eu un contentieux sur la forêt de Białowieża, qui est une forêt transnationale biélorusse et polonaise. Et la Biélorussie exploite de manière intensive la forêt. Du coup, la Pologne dit « moi je vais faire la même chose, puisque quand même je suis à côté ». Et la Cour de justice dit « Ah bah non, non, vous êtes membre de l'Union, vous ne pouvez pas gérer vos forêts comme vous voulez, vous devez mettre en place une gestion durable ». Mais c'est vraiment un cas très très particulier. Sinon, le droit de l'Union, en fait, c'est du droit qu'on applique tous les jours. Et le juge de droit commun du droit de l'Union, c'est notre juge interne, soit le juge judiciaire, soit le juge administratif. Oui, complètement. Donc c'est vrai que c'est assez dur finalement d'avoir accès à ce juge-là, parce que justement c'est notre juge à nous qui doit s'en occuper. Et puis il y a d'autres obstacles sur d'autres... déjà ça existe quand même, des tentatives. Je ne sais pas, en ce moment par exemple il y a la Commission européenne qui vient de mettre en demeure la France pour son non-respect de la directive sur la qualité de l'air. Non-respect répété, puisque ça fait déjà longtemps qu'elle est dans le viseur de la Commission européenne. Donc là, on espère que ça aboutira justement à une sanction, comme c'est le cas d'ailleurs en droit interne. On a un juge qui a sanctionné l'État français. Mais le problème, c'est aussi que l'État français, c'est personne, quoi. Il y a ça aussi, c'est que là, l'État français a été condamné à payer 10 millions d'euros, une astreinte, condamné parce qu'il ne respectait pas le droit européen, mais à une astreinte de 10 millions d'euros par trimestre de retard. Donc chaque année, on paye au moins 30 millions du fait du non-respect du droit européen. L'État, c'est personne. Macron, ça ne le touche pas. Le gouvernement n'est pas visé puisque c'est l'État qui paye, et puis en plus de ça, il n'y a pas de... concrètement, les caisses de l'État, c'est juste des changements, finalement, des amendes qui vont ailleurs. Ça ne change pas concrètement, ça n'a pas d'effet punitif, quoi. Il y a ça. Après, la difficulté d'accès aux juges européens, et là on parle du droit de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, mais c'est un peu la même chose pour l'aspect droits de l'homme, le juge de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est qu'il faut avoir épuisé les voies de recours en droit interne pour y avoir accès. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur le fait que la France ne respecte pas le procès équitable, justement parce que le juge administratif, notamment, des fois, joue le jeu de l'administration très clairement, même au sein d'instances. Je veux dire, on a déjà vu, par exemple, des juges qui prenaient des décisions sur la base d'un rapport qui avait été publié la veille de l'audience, juste au juge, et le juge ne veut pas le communiquer aux autres parties. Alors qu'il y a un principe assez clair dans toutes les juridictions qui est que tout le monde doit avoir accès au même dossier et qu'on doit avoir un débat contradictoire. Donc il y a plusieurs, plein d'exemples. Alors
qui font que on nourrit justement, FNE a fait une plainte, a essayé de saisir justement la Cour européenne des droits de l'homme là récemment pour cette question du non-respect des principes fondamentaux dans les procès environnementaux. Donc voilà, après on verra ce que ça donnera, mais il y a aussi un problème d'accès du fait d'avoir épuisé les voies de recours en droit interne, et ça peut être très long, et voilà ce problème de temporalité, c'est que finalement, même s'il y avait une sanction, finalement elle aboutirait 10 ans après, et voilà, et du coup les personnes qui sont concernées ne se reconnaissent plus, quoi. Donc il y a des grosses limites, ouais. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient super intéressantes. Moi, je me posais une question qui est peut-être moins pratique, mais plus théorique, parce qu'il m'a semblé dans les divers échanges que l'impact du juge ou du magistrat qui rend la décision de justice est très individualisé. Et à l'image d'un système politique, on pourrait imaginer moins centralisé. Est-ce qu'on peut imaginer un système judiciaire moins individualisé, où les questions seraient, en tout cas les rendus de justice seraient débattus de manière peut-être plus démocratique, en tout cas où il y aurait moins ce risque de tiraillement et de conflit d'intérêts que peut avoir un juge, parce que voilà, c'est lui seul qui rend sa décision. Et je pense qu'il y a un parallèle très évident avec la politique, avec un préfet par exemple qui a un pouvoir un petit peu démesuré, en tout cas c'est ma manière de voir les choses, c'est peut-être pas partagé, mais voilà. Et si oui, est-ce que ça a pu être théorisé un tel système judiciaire, et est-ce que ça existe peut-être même dans certains pays du monde que je ne connaîtrais pas? Ce système, ce serait que les juges soient plus dans le débat, qu'ils exposent davantage leur logique, et que les jurisprudences soient plus claires, plus précises peut-être, c'est ça? Oui, complètement. Ça, juste constat là-dessus, c'est toujours mieux s'il y a un débat contradictoire. S'il y a un débat entre plusieurs juges, davantage que si ça repose sur une personne. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, par exemple, si on compare, justement, on parlait des limites du référé. La plupart des référés sont audiencés par des juges uniques. Et c'est pas la même qualité qu'une décision collégiale déjà. Donc clairement, on pourrait améliorer les choses de cette manière-là, mais ça va pas non plus dans le sens de la rationalisation économique des juridictions, du manque de moyens, et puis aussi de certains contentieux qui changent. Maintenant, je veux dire, dans toujours un peu les contentieux tests, comme le contentieux des étrangers, où la plupart des décisions sont prises par des juges uniques, de manière un peu dérogatoire. Maintenant, les jugements vont pouvoir se faire en visio. Je veux dire, voilà, on voit bien que sur des sujets, des intérêts publics qui sont considérés par le pouvoir comme moins important, on va justement vers une justice au rabais. Très clairement, donc oui, étoffer ça irait dans le bon sens, c'est clair. Et après, par rapport au dialogue et à la clarté de la norme qui est issue de la jurisprudence, qui n'est pas non plus comme en common law, il y a justement cette comparaison avec à la fois les pays d'inspiration anglo-saxonne, où il y a une tradition, je pense, plus de clarté de la décision, parce que ça fait jurisprudence, donc il faut être très précis sur ce qui a été déterminant en l'espèce, etc. Et nous, il y a ça, et puis il y a aussi, comme comparaison, le juge européen, qui est le Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi d'ailleurs la Cour de la CEDH, qui ont une tradition de clarté, d'assumer clairement, de dire clairement les choses. Et c'est pour ça que les jugements du droit, des cours européennes font 10 pages, voire beaucoup plus. Des fois, ça fait 30, 40, 60 pages. Alors que les jugements qui nous intéressent aujourd'hui, on a parlé beaucoup du droit administratif, du juge administratif français.
lui, il se caractérise, à contrario, plutôt par un laconisme parfois incompréhensible. On est en train de faire des recours pour préserver des choses qui sont irremplaçables. Et en fait, finalement, on va voir que le jugement, ce qui va déterminer le jugement, c'est une phrase. Et dans cette phrase, ça va être une sorte de phrase de robot qui rappelle des critères et qui dit qu'ils sont remplis en l'espèce. Point. Et il ne se justifie pas davantage. Et ça, c'est un vrai problème. Le fait que le juge... Alors, c'est une tradition française de la juridiction administrative d'être laconique. Alors, c'est pas remis en question. Ça devrait l'être, je pense. Mais clairement, il y a une volonté de se ménager de la marge aussi. En fait, moins on est clair, moins on explicite la raison, les critères qui ont été déterminants pour prendre la décision, moins ça fait, moins on a à se justifier, moins il y a besoin. Enfin, finalement, il y a plus ils sont à l'aise finalement. C'est ça que je veux dire. Oui, et peut-être la même logique est applicable au Conseil constitutionnel, parce que quand on voit les décisions du Conseil constitutionnel, oui, il y a intérêt général, point. Enfin, c'est quand même des décisions qui font 1-2 pages. Vous prenez les décisions de la Cour suprême, c'est quand même beaucoup plus long, avec publication des opinions dissidentes. Enfin, tout ça, ça n'existe pas en droit français, mais ça existe, donc c'est possible. J'ai 2 questions. Une très courte et simple. La deuxième sera peut-être plus confuse. Mais la première, c'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, vous l'avez dit, je crois que je l'ai vu dans le diapo, le délit d'écocide, ou le crime d'écocide, pardon, n'a pas d'utilité. Bon, je voudrais comprendre son inutilité, parce que c'est quand même un concept qu'on mobilise de plus en plus. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en droit, il n'a pas acquis l'utilité qu'on pourrait peut-être attendre qu'il puisse avoir. Et ma deuxième question, plus confuse, c'est un peu sur l'incompréhension que j'ai sentie aussi dans les 2 interventions après vos 2 communications, sur un peu le désarroi des acteurs civils face à cette mécanique très complexe où il y a la temporalité de la justice, dont on a bien compris qu'elle est très très longue. Il y a aussi la temporalité de la bureaucratisation des procédures diverses et variées, où on voit bien qu'il y a des rapports très longs qui tardent à arriver, auxquels on n'a pas forcément accès tout de suite, etc., mais qui demandent aussi des temps de gestation extrêmement longs et d'études ensuite extrêmement longs. Et puis il y a cette temporalité de la mise en œuvre des chantiers qui semble, elle, hyper rapide, et qui souvent précède, en fait, si je comprends bien, l'épuisement non pas tant des recours, mais même des critères légaux, pour vérifier qu'aucune atteinte irréversible ne soit portée, ou que toutes les dérogations soient bien acquises. Et donc, j'aimerais comprendre s'il y a un levier possible pour faire évoluer cela dans le bon sens, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, même avec toute la force et la vitalité d'un collectif, on s'affronte à quelque chose d'insurmontable, En fait, quand une fois que le chantier est lancé, on le voit bien sur la 69, ou donc le projet de prison à Muret, où manifestement les choses sont en chemin. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu, qu'on n'est pas aujourd'hui capable en droit, notamment de les interrompre avant que le processus effectif de chantier ne soit lancé? Question pas claire, je suis désolé. Je vais répondre sur l'écocide et je te laisse répondre sur les voies contentieuses que je ne maîtrise pas vraiment. Alors, le crime d'écocide, il est inscrit dans le Code de l'environnement à l'article L231-3 et ce sont des faits qui portent, et je le lis parce que je l'ai sous les yeux, parce que j'avais prévu d'en parler, mais je n'ai pas eu le temps, donc c'est des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, et commis de manière intentionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il est difficile à mettre en jeu? Parce que, 1, il faut pouvoir prouver le caractère intentionnel des faits, ce qui est quand même très compliqué, et 2, c'est cette notion de durable. Il faut qu'il y ait des effets durables dans le temps. Bon, et par durable, on entend des effets sur au moins 7 ans. Alors, comment le juge
administratif peut se prononcer sur le fait de savoir si oui ou non les faits vont avoir des effets sur 7 ans, c'est quand même très compliqué. Donc, parce que le droit, normalement, vous avez quelque chose, c'est tangible, vous avez un événement, vous avez une conséquence, hop, vous avez condamnation ou pas. Mais là, vous avez un événement, on ne sait pas vraiment si c'est intentionnel ou pas, il faut prouver que c'est intentionnel, et 2, il faut prouver que les effets, ils vont courir sur au moins 7 ans. Et ça, en droit, c'est très difficile à mettre en œuvre. Après, c'est une notion que le droit a mis beaucoup de temps à consacrer dans le droit positif, puisque la notion d'écocide, elle naît au moment de la guerre du Vietnam et de l'utilisation de l'agent orange qui détruit environ 20% de la forêt avec toutes les conséquences sanitaires que l'on connaît. Et son inscription dans la loi, dans le code, elle est très récente. Et son application, elle va tarder. Parce que pour un juge, dire « Ah oui, pas de souci, dans 7 ans, il y aura encore des effets. » On n'en sait rien, en fait. Alors, on va faire appel à des experts. Mais sur cette question-là, vous pouvez très bien et très facilement trouver 2 experts qui ont des avis complètement opposés. Et là, vous avez exactement la même chose sur la question de l'amiante et la reconnaissance des maladies liées à l'amiante. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un professionnel de santé, que vous avez été exposé à l'amiante, que vous avez un cancer, que vous cochez toutes les cases, et qu'on vous dit « oui, ah bah là, il a travaillé dans une usine d'amiante, il est exposé, il a un mésothéliome, a priori, maladie professionnelle, pas de souci. » Mais dès lors que vous êtes une victime environnementale, vous étiez à l'école, à côté de l'usine d'amiante, vous avez un cancer du poumon, bah c'est pareil, le juge, il ne va pas dire « ah bah oui, bien sûr que c'est l'exposition à l'amiante quand il était en CP. » Pourquoi ? Parce que le juge, il n'arrive pas à prendre en compte ce temps très très long. Et c'est pour ça que le crime d'écocide, en fait, il a beau avoir été consacré, c'est une avancée tout à fait relative parce que, en fait, on ne le met pas en œuvre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bien, contentieux. Non, mais c'est exactement ça. Et bah voilà, le droit de l'environnement pénal suit les principes du droit pénal qui sont justement très durs à appliquer au droit de l'environnement en général. Le fait de l'élément intentionnel, le fait de savoir qu'on est en train d'enfreindre la loi, c'est quelque chose qui est général dans le droit pénal, mais par contre qui est très difficile à démontrer sur la question de l'environnement. Concrètement, par exemple, on détruit une espèce protégée, on peut se défendre en disant oui, mais je ne savais pas. Et c'est un vrai obstacle. On ne se rend pas compte à quel point c'est un obstacle finalement à la sanction à la fin. C'est très déterminant. Et ça, c'est les constats qu'on fait sur toutes les infractions pénales dans le domaine de l'environnement. Il y a aussi la question, c'est ce sujet-là de l'intentionnalité, mais aussi surtout de la démonstration d'un préjudice. On a beaucoup de mal, et c'est extrêmement dur de démontrer des préjudices, des dommages environnementaux. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et c'est là-dessus, c'est que quand, par exemple, je sais pas, le préjudice écologique pur à la fin à l'issue du projet, de la pollution de la mer par l'Erika au pétrole, c'est possible parce qu'il y a des pêcheurs qui ont constaté, qui ont dit qu'il y avait tant de tonnes de poissons qui avaient été retrouvés, mazoutés, les vétérinaires qui reçoivent des oiseaux mazoutés. Et c'est ça qui, en fait, tout ce qui est quantifiable est clair pour le juge. Le reste, il a horreur de ça. Ce qui fait que, le doute bénéficie toujours à l'accusé. Donc, en fait, la façon dont est conçu le droit pénal est très difficile, s'applique très difficilement au droit de l'environnement, et donc les acteurs de la protection de l'environnement ont beaucoup de mal. Et c'est aussi ça, je parle des associations parce que nous on a toujours envie d'y aller, mais après les agents de la police de l'environnement par exemple, eux ils interviennent que s'ils sont sûrs à 100% qu'ils ont un dossier béton. Ça veut dire que en fait ils interviennent que sur 1% de leur dossier finalement, parce que là ils savent que ça va pouvoir mener une sanction, mais sinon ils le font pas et donc en fait ça décourage beaucoup.
les actions, que ce soit les associations qui savent qu'elles ne vont pas avoir la sanction, qui finalement concrètement n'y aboutissent pas, ou l'administration qui elle-même s'autocensure parce qu'en fait elle a peur de se casser la figure sur ce dossier. Donc c'est un gros obstacle à l'application de la loi pénale aujourd'hui. Alors si en plus de ça, on crée une nouvelle infraction qui est attendue depuis longtemps par les acteurs de la protection de l'environnement, qui est une infraction autonome du fait de détruire de manière durable et volontaire, enfin en tout cas pour terroriser un petit peu, ou pas d'ailleurs, mais qui détruit de manière définitive un écosystème. Donc ça, on l'attendait depuis longtemps. Si en plus, si on le crée en créant des critères d'application qui se heurtent aux mêmes, voire qui encouragent les mêmes obstacles qu'on craint aujourd'hui, ça sert à rien, quoi. Et clairement, là, démontrer une intentionnalité et un préjudice durable, c'est impossible, quoi. Aujourd'hui, ça l'est déjà. Donc, alors, pour quelque chose qui est censé être la chose la plus grave qu'on puisse faire en matière environnementale, et encore moins. Alors, il y aura peut-être un procès symbolique dans 40 ans dont on pourra parler, mais globalement, c'est pas fait pour être utilisé, clairement. Et c'est ça, pour le coup, on est un peu sur le greenwashing, parce que on dit qu'on introduit un nouvel outil révolutionnaire, en tout cas attendu, et c'est le cas, mais on l'introduit d'une telle manière qu'on sait qu'il n'aura aucune nuisance. Donc ça, c'est un vrai problème. Et peut-être, du coup, pour aller dans ton sens, il est tellement difficile à appliquer qu'en 2000, la loi climat et résilience 2021, oui, on crée 2 délits généraux qui sont le délit général de pollution des milieux et le délit d'abandon des déchets, qui, quand on arrive à prouver le critère de l'intentionnalité, deviennent écocides sans qu'on ait besoin de prouver la durabilité des effets dans le temps. Et même malgré ça, en fait, ça reste difficile à mettre en œuvre du fait de l'intentionnalité. Complètement. Et alors sur la vie des projets et le fait que ça soit si facile de détruire l'environnement et que finalement on ait un pouvoir assez limité d'opposition au projet, il y a beaucoup à dire. Oui, enfin, je disais tout à l'heure que les acteurs qui détruisent la nature, oui, ils connaissent les faiblesses et d'ailleurs ils sont aussi mieux défendus. Ils ont de l'argent pour faire du conseil, enfin pour mieux conseiller là-dessus. Et puis, il y a aussi en même temps un gros lobbying qui permet d'avoir des normes sur mesure, qui font qu'ils vont respecter les normes. Et concrètement aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on a ils respectent beaucoup de normes, mais ils les respectent de manière comment dire, en apparence, c'est-à-dire qu'il y a des obligations procédurales qu'en général les acteurs les mieux aguerris respectent tout le temps, c'est-à-dire faire une enquête publique, faire une concertation. Et là-dessus, il y a faire une étude d'impact. Et là-dessus se crée une ingénierie, une sorte d'expertise d'ingénieur en fait pour respecter et en fait pour respecter, savoir remplir les formulaires, quoi, savoir cocher toutes les cases. Et on a fait ça, on devait le faire, on l'a fait, etc. Et ça dit rien de la qualité du travail. Et finalement, comme l'administration ne joue pas son rôle de censure des projets qui sont manifestement illégaux ou qui pourraient simplement être améliorés, dans la plupart des cas, le préfet il pourrait rendre ses avis, ses décisions en mettant des prescriptions qui modifient un petit peu le projet de manière à ce qu'il soit moins attentatoire, quoi, très clairement. Enfin, je veux dire. C'est le cas pour la piscine là, liée au JO. Je veux dire, ils auraient pu la faire juste à côté, sans détruire des jardins ouvriers. Ils n'ont pas voulu le faire. L'administration n'a pas voulu non plus les pousser à le faire. Bon, ce que je veux dire, c'est que ils ont. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ils ont une facilité à remplir en apparence, respecter la loi en apparence. Et malheureusement. Donc nous, on considère souvent que c'est pas le cas. On essaie de le démontrer, etc. Mais finalement, voilà, ça repose cette question-là, uniquement sur les épaules du juge qui déteste ça.
Donc en fait, on demande un petit peu à la mauvaise personne. Et pourquoi on en arrive là? C'est parce que tous les autres mécanismes de démocratie environnementale qui devraient permettre l'amélioration des projets, la limitation des nuisances sonores, de la qualité de l'air, etc. Par exemple, ne pas installer des nouvelles populations à côté d'autoroutes ou du périphérique ou autre, qui devraient permettre d'améliorer les projets. En fait, ils sont foutus, enfin, ils ne marchent plus, il n'y a plus de vitalité. Aujourd'hui, on respecte le débat public en faisant des enquêtes publiques dans lesquelles on n'écoute pas ce que disent les gens. Il n'y a plus de co-construction, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je parlais un peu tout à l'heure d'âge d'or, parce qu'il y a eu des périodes où les acteurs globalement croyaient plus au droit. Enfin, ils y croyaient, ils pensaient que ça avait un intérêt. Aujourd'hui, les acteurs sont complètement désabusés. Ils savent très bien qu'ils font semblant de respecter, qu'ils mettent un vernis de l'égalité, que leur but c'est juste de faire le projet de manière la plus rapide possible. Il y a aussi une tension qui se crée. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y a plus d'attentes aussi de la population, qu'il y a vraiment une grosse tension, ce qui fait que les acteurs sont de pire en pire. Et que justement, finalement, ces outils-là qui devraient permettre d'améliorer et de limiter les effets, les impacts sur l'environnement, ils ne marchent plus, quoi. Et je pense que il y a quelque chose d'historique finalement. Et sur la temporalité et ce dont tu parlais, je pense qu'il faut garder en tête qu'en droit administratif, on attaque des actes. Et donc, par exemple, alors, on prend le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre d'un projet de construction d'autoroute ou autre. Vous avez une procédure qui est très longue avec le montage du dossier, la demande en préfecture, l'enquête publique, etc. Ça peut être très, 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 très long. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est aller aux enquêtes publiques, montrer votre mécontentement, etc., etc. Le problème, c'est que ce que vous pouvez attaquer, bon, là, ce n'est pas le juge administratif, c'est le juge judiciaire parce que ça touche à la propriété privée, mais c'est l'ordonnance d'expulsion. Et donc en fait, là, tout d'un coup, tout s'accélère. C'est-à-dire qu'au moment où vous pouvez engager le contentieux, c'est au moment où on vous dit il va falloir partir. Il y a une expropriation, et là, vous êtes exproprié, point. Donc en fait, il y a un décalage entre tout ce temps préparatoire où vous allez être mobilisé en tant que citoyen, etc., etc., et puis le moment où tout d'un coup, tout s'accélère, et là, il y a des enjeux judiciaires, il faut pouvoir attaquer. Et avant ça, vous êtes bloqué parce qu'il n'y a pas d'acte à attaquer. Et c'est ça qui crée parfois un décalage sur ces gros projets-là. C'est que tout d'un coup, il faut se mobiliser et très vite. Donc c'est pour ça qu'en termes peut-être tu le diras mieux que moi, en termes de stratégie, il faut le préparer bien en amont. C'est-à-dire qu'il faut se faire accompagner de juristes, d'avocats qui sont spécialistes de la question et qui vont préparer d'ores et déjà, avant que l'acte arrive, des dossiers pour permettre d'être extrêmement réactifs et dès qu'on a l'ordonnance, hop, attaquer. Parce qu'après, une fois qu'on est hors délai, voilà, c'est fini. En complément, juste, en fait, là-dessus, on voit dans tous les projets dont on parlait, prison ou A69, c'est un bon exemple, A69, parce que c'est un rouleau compresseur qui va détruire le plus vite possible, parce que c'est ça le jeu, quoi. Finalement, c'est détruire le plus vite possible pour qu'il n'y ait plus rien à défendre. C'est évident. Et les endroits et domaines dans lesquels ça se passe moins comme ça, c'est très étonnant parce que du coup c'est pas étudié pour ça. C'est le droit justement ne favorise pas ça. Et là plutôt c'est justement à nouveau l'économie qui joue un rôle. C'est le droit de l'urbanisme. Les autorisations d'urbanisme, elles sont attaquables. Donc il y a un très très riche contentieux là-dessus. Et en fait, souvent, alors il n'y a aucun effet suspensif d'un recours. C'est ça le problème, c'est que les recours ne suspendent rien du tout. Normalement, on pourrait s'imaginer que pour les projets qui impactent l'environnement ou la vie des gens, on attend le jugement pour le mettre en œuvre. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Aucun recours n'est suspensif. En droit de l'urbanisme, c'est pareil, sauf que dans les faits, quand on fait un recours contre un permis de construire, ça dépend de l'acteur. Mais la plupart du temps, ça va suspendre les travaux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre en œuvre les travaux. Et pourquoi ? Parce que la banque va refuser de donner des prêts aux entreprises qui vont vouloir construire si la décision n'est pas purgée de tout recours. Donc en fait, ça va être finalement le jeu économique qui va freiner le passage en force.
Et donc c'est des réalités économiques. Et on se rend compte, par exemple, nous on fait très bien la distinction entre, et on peut voir venir un peu les choses comme ça, c'est que un petit acteur ou n'importe quel acteur qui dépend finalement d'une banque, il va jamais mettre en œuvre avant la décision du Conseil d'État 4 ans après, quoi. Donc on peut freiner des projets de construction de cette manière. Alors que si on parle, on affronte un acteur qui a justement les reins solides et qui a les capacités d'autofinancer son projet. Alors là, il n'en a rien à faire, il va le mettre en œuvre, même si, parfois même s'il y a une décision contraire. Donc il y a cet aspect-là économique qui change complètement le comportement des acteurs, en fait. Bon, je sais qu'il est tard, mais c'est plus une remarque en fait par rapport à ce qui a été dit. On a vu à quel point c'était des questions de rapport de force et d'arbitrage. Et ce qui m'intéressait, c'était notamment la place des experts là-dedans, parce que ça rejoint des questionnements qu'on a justement à la Técopole sur la place des scientifiques qui peuvent aller témoigner, qui peuvent aider à faire des rapports. Et on voit très bien comment en fait ça se joue dans les deux camps. Et donc c'est encore des questions financières. Hein. On peut se payer alors des cabinets d'avocats, des juristes, etc. Mais au-delà de ça, ça pose la question de scientifiques, d'écologues ou autres qui peuvent publier des données qui vont être utilisées par les promoteurs de certains projets qui vont induire une atteinte à l'environnement, mais qui produisent des données, etc. Et ça, je trouve que ça pose la question de l'engagement des scientifiques. C'est-à-dire que dans un cas, quand on est scientifique du côté où on va aider les associations soit en témoignant, soit en produisant des rapports scientifiques, on va cataloguer ça comme de l'engagement des scientifiques. Et de l'autre côté, les scientifiques qui vont produire des rapports qui vont dédouaner en quelque sorte ou présenter les projets comme étant finalement non impactants ou viables, ceux-là, on ne va pas dire qu'ils sont engagés. Et je pense que c'est une question sur la parole du scientifique, comment elle est accueillie, comment elle est utilisée dans ces contextes-là. C'est des questions un peu chaudes à la Técopole également. Alors là, je pense que ça dépasse nos compétences de juristes. Ça relève plutôt d'un travail d'analyse sociologique, en fait. C'est ça qu'il faudrait faire, mais de la même manière qu'on peut, on peut analyser les décisions de justice rendues par les différentes cours. C'est-à-dire qu'un même dossier, en termes de contentieux, par exemple, quand vous allez devant le TA de Montpellier sur une annulation de PLU pour des causes environnementales, vous avez... je dis ça au hasard, hein, mais il faudrait une vraie étude pour le dire, mais vous avez quand même énormément de chances que le PLU soit maintenu et que vous soyez, on vous dit non, tout va bien. Vous allez en appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille, qui est beaucoup plus encline à prendre en compte les considérations environnementales, vous avez un peu plus de chances que votre requête elle aboutisse. Bon, ça, en fait, nous, juristes, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le magistrat ou le conseiller TA, il n'est pas tenu par les rapports d'experts. Mais sur l'importance de la parole de l'expert dans les contentieux, ça, c'est un travail d'analyse sociologique qui serait passionnant à faire, je pense. Mais après, il y a aussi un aspect très pratique là-dessus, je trouve, et c'est une très bonne question, le rôle de l'expertise dans les contentieux environnementaux. Parce que c'est déterminant. Le juge, il est spécialiste de rien. On est sur le droit de l'environnement, sans doute la matière la plus technique et le code de l'environnement est complètement rédigé par des ingénieurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement technique sur lequel moi, par exemple, en tant que juriste, je ne comprends pas un quart de ce qu'il y a dans le code de l'environnement. C'est très, très technique, quoi. Et le juge, c'est pareil. Il n'est pas formé à ça, etc. Donc déjà, il faudrait améliorer sa formation. Mais au-delà de ça, quoi qu'il arrive, ça va être des choses qui va mal appréhender, en tout cas mal comprendre concrètement les effets, etc. Donc il va se fier à l'expertise des autres. Le problème, c'est qu'il y a assez peu de situations dans lesquelles on peut avoir accès à une expertise indépendante, parce que justement, le problème, c'est le droit aussi qui est mal fait là-dessus. C'est que le droit, aujourd'hui, des projets est basé sur des études d'impact. Les projets sont autorisés sur la base d'études d'impact qui sont de la charge du maître d'ouvrage. Donc c'est lui-même, c'est l'expertise, elle est dans la main
de l'acteur qui va détruire la nature. Donc il y a quelque chose de très problématique là-dessus et ça devrait complètement être fait autrement. Il suffirait d'une simple loi qui dit que voilà, c'est pas le maître d'ouvrage qui met ça. Ça pourrait par exemple être le préfet. Alors je pense que ce serait pas une bonne solution, mais c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'expertise d'une autorité administrative indépendante. Ce serait une bonne idée, par exemple, que l'expertise soit le rôle d'une administration qui soit pas contestée. Parce que c'est ça le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, les bureaux d'études, enfin qui a l'expertise, c'est les bureaux d'études. Les bureaux d'études, ils travaillent pour leurs clients, qui sont, ou alors qui sont les entreprises. Donc ils sont pas libres et pour la plupart, ils font aussi des burn-out du fait de faire que détricoter, faire des études ad hoc, en tout cas dans l'intérêt des entreprises, ça les embête eux-mêmes. Alors il y a ça, mais donc comment nous on s'oppose à ça, comment on essaie de s'adapter à ça en produisant des expertises, sauf que le juge, donc il connaît pas trop, donc il s'intéresse que aux expertises plutôt des organismes publics ou qui sont reconnus pour leur expertise. Donc nous, on a très peu accès à ça. Alors il y a maintenant l'autorité environnementale, le Conseil national de la protection de la nature, qui sont dans beaucoup de cas, mais dans assez peu de cas sur tout l'environnement, mais qui peuvent rendre des avis sur lesquels on peut se baser. Et c'est souvent là-dessus, en fait, qu'on n'a pas ces avis-là, on peut difficilement gagner. C'est-à-dire que nos arguments ne sont pas entendus de la même manière que si c'est le CNPN qui le dit. Et moi, ça m'arrive tous les jours de travailler avec des bénévoles qui sont anciens ingénieurs ou je sais pas quoi à la retraite et qui connaissent, qui font du travail considérable pour essayer de démonter l'argumentation. Mais en fait, ce travail-là, malheureusement, il ne sert pas à grand-chose parce que c'est pas entendu. Voilà, ça c'est le constat. Comment améliorer les choses ? Il y a quand même certains domaines sur lesquels on a quand même une marge de manœuvre, c'est l'expertise naturaliste. Parce qu'à la base, c'est quand même une compétence qu'ont beaucoup les associations de protection de l'environnement, qui sont composées pour la plupart de naturalistes. Et donc on essaye de... Mais ça c'est pareil, si une association produit une étude d'un naturaliste très réputé ou autre, comme ça va pas forcément parler au juge en fait. Lui, il a besoin que ça soit vraiment une autorité publique ou autre. C'est très compliqué. Alors, les associations, elles essaient de s'organiser pour avoir justement pour avoir la crédibilité, pour que quand elles produisent des rapports, ils sont un peu plus crédibles, un peu plus entendus, mais aussi s'organiser, voilà, pour produire. Enfin, qui est-ce qui va produire cette donnée, quoi. Et c'est important. Et il y a une association, un mouvement qui vient de se créer il y a un an, les naturalistes des terres, naturalistes qui ambitionnent de pénétrer les luttes écologistes et de se servir de leur expertise pour servir les luttes. C'est une grosse question qu'on se pose. Que faire de l'expertise ? Parce que là, on l'a, mais comment faire pour l'utiliser au mieux, quoi. Il y a une grosse réflexion à faire là-dessus. Mais il n'y a rien qui fonctionne aussi bien que en fait, l'expertise reconnue parce que procédurale et l'expertise reconnue parce qu'association très bien implantée dans le paysage. Et peut-être juste se rappeler que les magistrats et les juges ne sont pas spécialisés. C'est-à-dire que quand vous êtes magistrat administratif, vous êtes conseiller TA, vous êtes amené autant à vous positionner sur un contentieux de l'urbanisme que si vous changez de chambre, le contentieux de la sécurité sociale, du contentieux fiscal, du contentieux des étrangers. Et en fait, vous n'avez pas face à vous des juges qui ont été formés. Et face à la complexité, tant du droit des étrangers que du droit de l'urbanisme, c'est pas toujours évident en fait de se positionner. Et c'est pour ça aussi que parfois on a des décisions qui sont quelque peu critiquables. Bon, je crois qu'on va rester sur ce constat un peu amer, en vous remerciant.